Je crois que c'est l'heure. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Happy Job Consulting. Nous avons un programme chargé, j'en suis ravi. Les questions ont été nombreuses. J'en ai une de dernière heure d'Anne-Sophie qui me pose une question excellente que nous allons pouvoir aborder au moment des questions. Alors reprenons le plan de ce webinaire particulier. J'espère que c'est bien cadré. Je vois que tout le monde est là. J'espère que l'éclairage n'est pas excessif. Voici le programme que je vous propose aujourd'hui. Je vous l'ai envoyé d'ailleurs. Tout d'abord, je vous propose de parler du réseautage intelligent. Alors, il y a le réseautage tout court, avoir un réseau, être sur le LinkedIn, être sur les divers réseaux sociaux. Mais comment faire le réseautage déjà abordé dans un précédent webinaire, c'est la création d'entreprise. La création d'entreprise, pour certaines personnes, est une option tout à fait viable. Prenez un expert, par exemple. Il peut être soit dans un grand cabinet d'experts, comme PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, et être parmi 2000, 20 000, je ne sais pas combien ils sont, partenaires à faire carrière comme expert. Mais vous pouvez aussi être à votre propre compte, dans votre propre ville, et être expert comptable et aider les gens, bien experts en quelque chose. Et fonder votre propre cabinet, puis au fur et à mesure du développement de la clientèle, avoir d'autres personnes. Donc, vous devez examiner la création de son entreprise comme alternative à la recherche de votre poste idéal. C'est une option. Vous vous recrutez vous-même. Troisièmement, on va survoler le cours sur l'entretien de recrutement qu'on appelle l'interview. On appelle ça interview pour aller plus vite. C'est le cours numéro 5. Dans la foulée, on va examiner les questions pièges qui vont dans ces interviews, qu'il faut franchir, les étapes qu'il faut franchir. Alors j'aborde un point 5, qui est l'attitude psychologique permettant de se présenter au mieux à l'interview. Et en général, à tout contact. Et le point 6, qui pourrait presque être la suite, les qualités incontournables pour être recruté. Essayer de se conformer à cette Bible que sont les qualités incontournables pour être recruté. Alors, on abordera la réponse aux questions. Et puis, nous examinerons le cas de chasse de job parfaite. J'ai interviewé notre partenaire Isabelle de Gérovilliers, qui fait partie du cabinet, et je lui ai dit de me donner ses 2 meilleures chasses de job, puisqu'il s'agit d'une chasse de job. La recherche d'un job, c'est une chasse. C'est l'ancien chasseur de tête qui parle. Et donc, je l'ai interviewé et je vous ferai part des résultats de cette interview. Prévoyez donc d'être au calme pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. Je ne peux pas prévoir la durée de ce webinaire. C'est évidemment à l'heure des repas. J'espère que vous serez soit différé, soit vous avez pris vos précautions, comme moi-même, par exemple, je viens de déjeuner. Alors, abordons le premier point, c'est comment réseauter. Alors, le réseautage, c'est la technique pour atteindre le réseau.
Hein, ça n'est rien d'autre. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Le réseautage, qui est un terme vraiment barbare et qui ne serait pas admis à l'Académie française, ça consiste à atteindre le réseau pour aboutir à des buts commerciaux ou pratiques, des introductions, des mises en relation pour vous, dans le cas particulier qui est le vôtre, pour trouver le poste de vos rêves, de construire autour de personnes qui ont été sélectionnées par vous, c'est ça l'idée, ont été recrutées comme votre futur employeur. Alors, il faut partir évidemment des cibles, qui est la phase 2 de notre programme. On fait l'auto-évaluation. En fonction de l'auto-évaluation, on détermine ses cibles d'employeurs désirables. Je rappelle quand même une notion que les gens confondent de temps en temps. Vous n'êtes pas demandeur dans le marché du travail. Techniquement, vous êtes un offreur. Vous offrez vos capacités, vos compétences au marché. Le marché, lui, est demandeur. Il est demandeur de solutions à ses problèmes et c'est pour ça qu'il recrute. Voilà comment fonctionne le marché du travail. Et ça fonctionne comme ça au niveau des cadres supérieurs, des dirigeants, des administrateurs, à tous les niveaux. Donc vous n'êtes pas demandeur, hein, a priori, dans vos cibles, vous offrez une capacité qui est la vôtre, que vous avez déterminée dans l'auto-évaluation, cette capacité, vous l'offrez à des gens qui en ont besoin. Et les cibles, c'est précisément l'art d'identifier des entreprises susceptibles de vous intéresser et d'avoir besoin de vous. Alors, on atteint maintenant le problème du réseautage intelligent. Le réseautage, le réseau, disons, c'est obligatoirement des entreprises où vous avez une compétence qu'il va falloir choisir. Donc vous allez prendre des entreprises concurrentes de celles où vous avez été, ou similaires, ou latéralement ayant des similitudes techniques proches sur le plan de votre travail. Alors, si vous êtes fonctionnel, c'est-à-dire un fonctionnel, c'est quelqu'un qui fait de la comptabilité, de la finance, des ressources humaines, vous êtes adaptable à toutes sortes d'entreprises. Donc vous allez définir vos cibles comme étant celles où vous réussirez le mieux. Des entreprises de taille qui vous intéressent, des entreprises dont vous ciblerez le secteur, éventuellement des entreprises dont vous apprécierez les valeurs, l'histoire, l'environnement, la clientèle, les produits. Tous ces éléments jouent un rôle d'affinité, de choix. Vous allez donc, dans ce travail de réseau, vous allez prendre vos cibles et vous allez indirectement tenter de créer votre image auprès de ces cibles par des articles, par justement un site, un blog, des informations que vous allez mettre sur votre site qui peuvent intéresser vos cibles. Vous allez, par exemple, vous allez découvrir un article intéressant sur un secteur, vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un que vous voulez entretenir comme futur employeur, eh bien vous allez lui faire parvenir, ainsi qu'à d'autres personnes, vous allez faire parvenir votre article sous forme de post. C'est un terme un peu technique, mais vous n'avez pas besoin de faire vous-même l'article. Vous prenez l'article de quelqu'un d'autre
qui concerne son secteur et qui peut lui apporter une information importante. Vous allez créer une image. Ça met du temps de créer cette image. Donc peut-être le meilleur moyen, c'est de tenter d'approcher indirectement cette personne que je définis comme un décideur. Le décideur, c'est quelqu'un qui a une influence radicale sur un problème qu'il lui-même a et qui va être amené à examiner votre candidature le moment venu en vue d'un recrutement. Si vous l'abordez de façon frontale, il va peut-être vous dire « je ne cherche pas ». Si vous donnez des arguments, vous pourrez effectivement le convaincre. Et pour ça, il faut le rencontrer. La formule du contact direct par un email ne se prête pas bien à la conviction. Donc, le meilleur moyen, c'est de rencontrer quelqu'un dans son entreprise qui a un contact direct quotidien avec lui, mais qui peut être le directeur informatique ou quelqu'un qui est dans d'autres secteurs que le décideur que vous avez choisi de cibler. Lui est neutre, il est impartial. Il vous rencontre, vous échangez sur l'entreprise, vous lui demandez comment ça va, quelles sont les valeurs, quels sont les objectifs de l'entreprise. Les gens, si ce n'est pas des secrets, vont vous dire exactement quelle est l'ambiance, quel genre de personne y réussit, quel genre de personne n'y réussit pas. Est-ce que c'est familial ou est-ce que c'est filial d'un autre groupe? Bref, vous allez vous renseigner sur cette entreprise par une source d'information impartiale et neutre qui va manifester sa bonne volonté et vous allez essayer de l'intéresser, à vous recommander auprès du décideur en disant mais peut-être que c'est quelqu'un qui va vous intéresser parce qu'il a tel et tel apport qu'il peut faire à notre entreprise, surtout si vous lui confirmez que c'est un de vos problèmes. Alors chaque cas est différent. Il faut essayer de se faire introduire par un membre de l'équipe connu du décideur. Alors vous pouvez également écrire au décideur. Comme je l'ai toujours dit, c'est risqué parce que c'est oui ou non, ça marche pas. Comme c'est le marché caché, comme je l'ai décrit, c'est un marché virtuel, c'est un marché potentiel. Il a un problème, il va être amené à recruter, mais peut-être pas aujourd'hui, peut-être qu'il veut faire ça dans 6 mois, 1 an. Vous allez vous présenter comme une opportunité qui, après quelques mois de discussion, va arriver dans un poste dont il a besoin. Alors, vous pouvez aussi aller auprès de la DRH, s'il y en a. Dans les grandes entreprises ou les moyennes entreprises, il y a toujours un directeur des ressources humaines. Il y a même des entreprises qui délèguent ça à un directeur des talents. C'est le mot à la mode depuis quelques années dans les grands groupes. Bref, il faut trouver une tactique pour cerner le décideur qui se trouve dans la cible et l'approcher de façon indirecte ou, au pire, directe. Vous pouvez le faire direct. J'ai remarqué que quand on demande un conseil, un service à quelqu'un, c'est plus facile que quand on lui envoie son CV, qu'on lui balance tout de suite sa candidature, alors qu'il n'a pas encore pris la décision de recruter, mais qu'il va le faire. Donc, il faut choisir votre point d'entrée. Soit vous offrez une information, soit vous apportez un service, soit vous demandez un conseil, et éventuellement, vous pouvez lui dire, j'ai entendu dire que votre entreprise pourrait être amenée dans les années qui viennent, on ne peut pas faire peur, mais vous, en fait, c'est tout de suite que vous cherchez, pourrait être amené à recruter, puis vous décrivez
le poste que vous convoitez. Ça peut être aussi dans l'annexe de l'email dans laquelle vous donnez votre biographie, votre invité, et vous présentez ce que vous recherchez. Le réseautage intelligent est un réseautage de longue durée. Et nous, dans la procédure de recrutement, on fait du court terme, et c'est normal. Donc il va falloir faire un rattrapage d'images qui se construit dans la durée. C'est quand on ne recherche pas un poste, qu'on se fait connaître, qu'on est dans les associations, qu'on fait les réseaux, des cocktails promotionnels pour les lancements des produits, et sur le plan local où on se fait connaître. C'est toute une vie. Si vous n'avez pas l'option de faire cela, il faut qu'en 15 jours, un mois, vous envoyez quelques messages intéressants aux décideurs, montrant qui vous êtes, et le genre de vie que vous souhaitez apporter, les avis que vous apportez aux autres, les articles que vous leur transmettez, et éventuellement la candidature que vous allez bientôt représenter. Il faut éviter d'être trop lourd. Ceci étant, comment faire? Et je l'explique bien dans le cours sur le réseautage. Il faut savoir aborder les gens. Il faut savoir poser des questions dans des cocktails. Vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse de connaître, on vous indique que c'est monsieur un tel de telle société, ça vous intéresse de le rencontrer, soit vous vous faites présenter, soit vous vous plantez devant lui, vous lui dites bonjour, je vois que vous êtes intéressé au sujet de cette conférence, moi aussi, car, vous faites une affirmation, et vous lui demandez ce qu'il en pense, et vous engagez la conversation là-dessus. Les gens ont horreur de se présenter, parce que souvent tout le monde est timide, et les gens qui sont silencieux dans un cocktail, dans une réunion, sont ravis qu'on les aborde. Ça leur donne l'occasion d'entrer en contact. Donc, il ne faut pas croire que vous êtes un obstacle à son silence et à sa timidité. Au contraire, vous êtes une voie de sortie. Il est là, il est planté, profitez-en, allez le voir et parlez-lui, vous vous présentez, vous donnez votre nom, vous dites je travaille pour la société un tel, je crois que vous êtes monsieur un tel, je suis envie de vous connaître, j'aimerais mieux connaître votre entreprise, vous échangez des cartes, et là, ça vous permet de prendre un rendez-vous. Ces contacts, qui ne sont pas de réseau, mais qui sont des réseaux physiques, sont essentiels. Il faut les maintenir. Il y a les réseaux digitaux, qui sont des contacts beaucoup plus vastes, et qui vous permettent de choisir dans votre région, dans votre secteur, à l'étranger, des postes qui peuvent vous intéresser. Il ne faut pas avoir la moindre timidité, car c'est ainsi que le monde marche aujourd'hui. Ce n'est plus comme il y a 20 ou 30 ans, où ça ne se faisait pas, ça ne se pratiquait pas. Tout ça est très nouveau. Il y a sur YouTube et sur Internet en général, il y a des informations très nombreuses sur le réseautage. Je vous recommande de les lire attentivement, car tous les trucs sont donnés sur la façon d'intervenir et de constituer un réseau. N'oubliez pas que vous avez 30 cibles que je recommande de construire. Ces 30 cibles vous permettent d'avoir un job. Donc il y en aura 29 que vous ne prendrez pas ou qui auront dit non. Donc il ne faut pas vous mettre dans un état de persécuté si vous n'avez pas un bon accueil des 29 qui ne vous prendront pas. Mais vous augmentez par la loi des grands nombres vos chances d'être recruté.
N'hésitez pas à me poser des questions sur ces questions de ciblage et de réseautage, car c'est le cœur du réacteur, si je puis dire, de notre formation. Une fois qu'on a fait son évaluation et qu'on sait dans quel domaine on peut être compétent et dans quel contexte, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, le ciblage est un travail mécanique qui va vous permettre d'identifier les 20 ou 30 cibles que vous désirez dans votre région, dans votre secteur, dans votre fonction, dans des fonctions annexes, auprès de fournisseurs ou auprès de distributeurs, de la sphère économique, également dans des secteurs voisins, des start-up, et puis, n'oubliez pas, l'international, c'est une voie très importante de développement personnel. On va aborder un deuxième point, qui est la création de son entreprise comme alternative à la recherche d'un poste idéal. C'est vrai, parmi les employeurs possibles, il y a vous. Vous pouvez vous recruter vous-même, vous estimez que vous avez un certain nombre de caractéristiques personnelles qui peuvent faire de vous un chef d'entreprise individuel. Alors, je suis très bien placé pour en parler, parce que d'abord, j'ai créé ma propre entreprise à plusieurs reprises dans ma vie, et j'ai un fils qui n'a fait que ça, et qui l'a fait avec un immense succès. J'étais témoin, et je peux vous dire les caractéristiques de quelqu'un qui sera un bon créateur d'entreprise, parce que j'ai été témoin à 2 reprises de ça. La première fois, je lui rends visite pour aller déjeuner. Il avait 32 ans. Il a été 5, 6, 8 ans dans une banque d'affaires, 2 banques d'affaires. Des banques d'investissement qui donnent des conseils financiers, font des introductions en bourse, trouvent des capitaux, émettent des obligations. Il a fait ce métier pour de grandes banques et il avait en tête de créer une entreprise, de chercher un projet. Et il a vu que la profession de courtier en bourse, qui depuis le XVIIIe siècle était le monopole des agents de change, allait disparaître. Pour des raisons diverses, ça va être trop long d'entrer là-dedans. Les agents de change qui étaient un peu comme des notaires, qui avaient le monopole de la bourse, des achats et des ventes en bourse, a disparu. Ce monopole a disparu. Tout le monde pouvait devenir courtier. Il a donc décidé de prendre une place dans ce secteur rapidement. Il connaissait évidemment par la banque d'affaires tous les mécanismes des achats et des ventes, d'actions et d'obligations et d'autres titres boursiers, ce qui implique une bonne connaissance technique. Il va voir les diverses banques qui l'ont jeté dehors en disant mais ça ne nous intéresse pas, aucun intérêt. Il a trouvé une banque qui l'a aidé, c'est une banque suédoise, la banque de Wallenberg, qui a décidé de le financer, de son premier financier. Puis quand vous avez le premier financier, vous avez le second, le troisième, le quatrième. Le premier, c'est un peu le référent qui permet aux autres de suivre. Les actionnaires, les investisseurs, c'est un peu comme des moutons. Ils disent si AXA va là, je peux y aller aussi. Je comprends, c'est du bon sens. Mais le premier, réfléchis, le premier, c'était les Suédois, les banquiers suédois, qui ont dit oui, le marché français offre une opportunité, ça nous est peut-être arrivé il y a 50 ans en Suède, je ne sais pas. Aux États-Unis, ça marche très bien, il n'y a pas de monopole d'agents de change, n'importe qui peut être courtier, et les grandes sociétés de courtage se sont développées depuis 1920, 1930, en Angleterre pareil, dans tous les pays. Il n'y avait qu'en France qu'il y avait cette situation particulière de monopole. Donc il crée
un business plan très détaillé. Il est allé voir aux États-Unis comment les concurrents de là-bas faisaient. Il est allé voir les logiciels, il a vu les personnes qu'il fallait recruter, les autorisations qu'il fallait obtenir, car il y en a toujours. C'est un établissement financier qui entre dans des caractéristiques particulières. Et puis, il a trouvé les actionnaires et il a lancé cela. Il a un grand succès. L'entreprise est survenue un an plus tard pour un déjeuner avec lui. J'ai vu qu'il y avait 150 personnes là où il y avait 2 tables de bridge et lui et une personne. 6 mois plus tôt ou un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est monté jusqu'à 600 millions. Il l'a revendu, l'entreprise, au bout de 4 ans, 5 ans, pour 1,2 milliard d'euros. Pas mal. Très belle opération. Les entreprises, au-delà de ces 600 millions, deviennent bureaucratiques, plus compliquées, il y a des structures, il y a des comités. C'était plus son truc. J'étais ravi de vendre. Il l'avait introduite en bourse un an après l'avoir créé. Le titre en bourse s'est envolé. Et il a vendu le prix que je lui ai indiqué. Donc, alors, quelles caractéristiques a un entrepreneur? D'abord, il faut qu'il ait une volonté farouche. Il ne faut pas qu'au premier coup de semonce, dès qu'il y a un vent qui se lève ou un éclair dans le ciel, il dit c'est foutu, on se met sous la table et on se cache. Non, il faut avoir du courage, il faut avoir la poigne. Il faut être capitaine du navire, il ne faut pas avoir peur dès qu'il y a une vague un peu haute. Deuxièmement, il faut être autonome. On ne peut pas dire papa, maman, on va me donner des idées. Moi, je ne connaissais rien, leur mère ne connaissait rien au sujet. On est tout seul et on prend ses propres décisions. Il a pris un associé, il a pris des actionnaires, il a pris des conseillers extérieurs, bien sûr. Mais pour créer sa propre entreprise, il faut la volonté, il faut la technicité, connaître le métier, il faut avoir le courage, il faut surtout être un vendeur. Il faut pouvoir vendre son idée à des tas de gens, à tous les niveaux, de financement ou à la clientèle. Il faut être publicitaire, puisqu'il y a des annonces dans la presse. La bourse elle fait aider, c'est lui qui devait avoir les idées créatives de communication. Il faut évidemment connaître la finance sur le bout des doigts, parce que si vous créez une entreprise, c'est pour gagner de l'argent, et il ne faut pas dépenser le même euro 4 fois. Donc, si vous avez 1 euro, vous dépensez une fois. Il faut que l'on aboutisse à une marge qui soit très importante pour payer les frais généraux et laisser un profit. Donc, toutes ces qualités ne se trouvent pas chez tout le monde. Donc, il faut, dans l'évaluation, si vous voulez créer une entreprise, vous vérifiez que vous avez les qualités d'un entrepreneur, capable de travailler seul, d'avoir des hauts et des bas. Il faut avoir une famille qui l'accepte, une épouse qui trouve ça normal, qui trouve ça même très bien, des enfants qui ne sont pas terrorisés parce que leur père jouerait au casino tous les jours. C'est pas du tout ça, c'est pas le casino, c'est la création d'une entreprise. Il y a des hauts et des bas, le chiffre d'affaires fluctue, etc. Et vous êtes le dernier responsable. Personne d'autre. Alors, je vous encourage, si vous avez une idée, si vous avez un plan, si vous avez ces qualités-là, d'envisager de créer une entreprise. Si vous avez une expertise, c'est différent. Vous vous installez sur votre expertise, vous êtes expert géomètre, vous êtes expert en patrimoine, vous pouvez vous installer à votre propre compte et aider un certain nombre de personnes. Bon. Ça n'est pas possible si vous avez le besoin de travailler en équipe, si vous avez besoin de vous reporter sur l'opinion majoritaire
d'une entreprise. Si vous ne voulez pas risquer votre patrimoine, parce qu'on risque son patrimoine, à tout moment. Si vous avez une maison et que vous avez donné votre caution, ce qu'il ne faut pas faire, mais enfin, vous voyez les banquiers qui vous prêtent de l'argent, surtout au départ, sans avoir votre caution. Évidemment, il y a des moyens d'éviter de donner sa caution, mais c'est pas simple. Alors vous avez tout un ensemble de circonstances qui entourent la création d'entreprise. Vérifiez cela, il y a de nombreux sites. J'en ai un que je connais, qui s'appelle macréationdentreprise.fr, qui est remarquable. Il m'a même suivi l'ensemble de ses cours. C'est une dame qui s'appelle Madame Antonella Wieland. Elle a décortiqué et transmis exactement toutes les étapes de la création d'une entreprise. Ça va du juridique, au financier, à l'humain, au marketing, aux produits, aux marges. Enfin, c'est remarquable. Et vous avez de nombreux enseignements sur la création d'entreprises et c'est très encouragé par l'environnement car les entreprises nouvelles d'aujourd'hui sont les futures entreprises de demain. Donc un pays ne peut avoir de croissance et ne progresser que s'il crée énormément de nouvelles entreprises. Il faut des centaines de milliers d'entrepreneurs qui créent leur entreprise. Elles vivent peut-être 2, 3, 4 ans. Certaines franchissent cette barre et réussissent, et les autres soit fusionnent ou soit disparaissent. C'est vraiment très risqué. Mais ajoutez ça à votre liste si vous êtes fait pour. Et ça, vous le saurez dans votre analyse personnelle de l'auto-évaluation. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est survoler la partie du cours qui concerne l'entretien de recrutement. Je dis survoler parce que c'est la peine de refaire ce cours, qui est le cours numéro 5, les 5 modules du cours numéro 5. C'est très détaillé, ça va de comment vous présenter, et ça donne plein de trucs. Par exemple, arriver 15 minutes à l'avance, savoir que l'interview commence au moment où on entre dans le bureau, que la façon dont on se présente à la réception auprès de l'assistante de la personne qui va vous recruter, tout ça est très important, la façon dont vous habillez, la façon dont vous vous comportez. Si vous êtes nerveux, si vous prenez des coups de téléphone dans la salle d'attente, tout ça, il faut éviter. J'entre même dans les détails des fameux 3:30, hein, les 30 premières secondes de ce que vous dites, la poignée de main, les 30 premiers centimètres, la façon dont vous faites votre poignée de main, c'est très important. Le regard que vous portez, le sourire, enfin, tous ces éléments jouent, sont secondaires, mais jouent. Je voulais aborder un aspect peut-être plus fondamental, substantiel. Il faut impérativement étudier l'entreprise de la cible. Vous avez obtenu un rendez-vous auprès d'une cible que vous avez sélectionnée comme étant intéressante pour vous. Très bien. Bravo. Mais il ne faut pas tout gâcher. Il faut vous présenter comme quelqu'un qui connaît la cible. Donc il faut aller voir les produits, connaître leurs concurrents, il faut suivre les déclarations qui ont été faites par le président de la société ou les actionnaires. Si c'est une société cotée en bourse, qu'est-ce qu'on pense? Les analystes financiers, quel est leur avis? Est-ce que c'est une entreprise qui a une belle croissance? Regardez un peu les chiffres, les fameux camemberts, où on dit combien à l'international, combien en France, combien en Asie, combien aux États-Unis.
Ça vous donne des descriptions d'entreprise. Le rapport annuel, il y a le discours du président qui fait 5-6 pages, dans lequel il expose la stratégie, ce qui ne va pas, des choses qui vont mieux, les problèmes qu'ils ont eus, comment ils ont remédié à ces problèmes. Tout cela doit être connu de vous. L'organigramme, avec la direction, le conseil d'administration, il faut savoir un peu de quoi il retourne, quelle est la stratégie de cette entreprise. Est-ce que c'est une stratégie sélective où on essaye de vendre par exemple des produits chers, donnant une forte marge, mais ayant un marché moindre? Ou est-ce que c'est une entreprise à prix très bas, à discount, mais avec des méthodes de fabrication et des coûts qui sont particuliers? Donc, il faut connaître tout cela. Il faut peut-être voir des anciens de l'entreprise, leur téléphoner, les rencontrer et leur demander quel climat, quelle est l'ambiance, quelles sont les valeurs de l'entreprise. Chaque entreprise a ses caractéristiques. Donc, ça, c'est un point essentiel de l'interview. Ça se prépare. On prépare la connaissance des produits. Il faut aller peut-être dans les magasins pour voir les produits. Alors, vous voir sur Internet si ce sont des produits industriels. Qu'est-ce que c'est? Il faut essayer de voir si ce sont des situations précaires, s'il y a eu des difficultés financières dans cette entreprise, quelle est sa croissance, est-ce qu'elle a fait l'objet de tentatives de rachat par d'autres entreprises parce qu'elle était mal en point. Il faut se renseigner. Parce que quand vous allez parler à l'interlocuteur, il va se rendre compte que vous êtes au courant. Ça, c'est très important. Parce que ça va générer ce qu'on appelle une conversation. L'interview de recrutement n'est pas un examen de passage où on répond, on a effectivement les qualités voulues. C'est une conversation cordiale dans laquelle l'interlocuteur va se rendre compte qu'au fond, il peut travailler avec vous parce qu'il est en train de travailler avec vous. Une conversation, c'est un échange. Et si vous atteignez le stade où ce n'est plus un interview de recrutement, mais un échange, vous avez gagné la partie. S'il y a un besoin, bien sûr, et si vous le remplissez. Mais à égalité, celui qui a pu générer un échange et une conversation est gagnant. Alors, il faut essayer, au cours de cette... D'abord, il faut répondre aux questions pièges. Après, nous abordons cette question. Et il faut essayer d'arriver détendu, de se présenter de façon sympathique et d'atteindre un stade où vous allez faire une conversation avec le recruteur. Je vous donne un exemple. Votre entreprise a eu des difficultés. On vous interroge sur des contrats que vous avez manqués. Vous dites, effectivement, j'ai manqué tel contrat, etc. Mais vous pouvez ajouter, et vous, dans votre entreprise, quelle est la flexibilité pour fixer les prix dans le contrat? Est-ce que le directeur commercial, par exemple, a une flexibilité pour faire certains rabais? Ça crée une conversation qui fait passer l'interview de quelque chose d'externe à quelque chose d'interne. Ça crée une intimité et un échange fructueux. Je vais aborder la question des questions pièges. Le terme question piège est un peu dramatique. En réalité, c'est des questions assez classiques. On ne pose pas de questions personnelles, mais on pose des questions qui permettent de voir si vous allez vous adapter à l'entreprise, si vous êtes qualifié pour le poste et si vous correspondez à peu près aux valeurs de l'entreprise. Alors, les questions
pièges, en voici quelques-unes. Elles se trouvent dans les outils. La liste n'est pas très... C'est jamais complet, une liste de questions pièges. On en invente tous les matins. Mais vous avez à peu près la plupart des questions susceptibles de vous être posées. Et il faut vous préparer. Par exemple, si on vous pose la question « Parlez-moi de vous », il ne faut pas que ça vous prenne par surprise. Parlez-moi de vous, c'est assez classique. Ça vous donne l'occasion de résumer en quelques minutes, en 2-3 minutes, de vous présenter, de parler de votre personnalité, telle que vous l'aurez vu dans l'auto-évaluation, parler de vos compétences, des expériences enrichissantes que vous avez eues, et correspondant au poste. Bon, ça c'est... Alors la pire des réponses, c'est qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça c'est nul. Ça veut dire que vous voulez gagner du temps. Vous répondez mal et donc posez une autre question. J'ai dans la liste comment votre patron vous décrirait-il? Dites-moi une chose sur vous-même que vous n'aimeriez pas que je sache. C'est affreux comme question. Enfin, il faut être un peu tordu pour poser cette question. Alors, bon, j'ai vu des questions un peu baroques, comme quel est le meilleur film que vous avez vu récemment? Quel est le dernier ouvrage que vous avez vu? Vous avez lu? Ça, c'est pour voir si vous êtes cultivé, si vous vous intéressez à des choses autres que le business de votre famille. Est-ce que vous avez une ouverture d'esprit vers la lecture? Est-ce que vous êtes capable d'apprendre? Enfin voilà, on entre dans des sujets plus intéressants. Que faites-vous en dehors de vos heures de travail? C'est un peu indiscret, mais enfin, ça vous permet de dire si vous faites du sport ou... Pardon. Alors, j'ai vu il y a c'est des questions un peu psychanalytiques. Quelle est votre plus grande peur? Moi, je ne pose pas ce genre de questions. J'estime que c'est franchir une limite qu'on ne devrait pas franchir. Celle-là, pas mal. Quel meneur d'hommes dans l'histoire vous inspire le plus? C'est intéressant. Est-ce que c'est Alexandre le Grand ou est-ce que c'est Louis Pasteur? Quel PDG admirez-vous le plus? Alors là, les gens répondent toujours la même chose. Bill Gates. Préférez-vous être respecté ou craint? Si vous pouviez prendre l'identité de n'importe qui serait ce qui? Quel serait votre job de rêve? Ça, c'est une question tout à fait légitime. Quel est votre plus grand rêve dans la vie? C'est un peu personnel. Bref, je vous engage à lire il y a 5-6 pages de questions pièges. Elles sont très nombreuses. Elles sont dans les outils, dans une bibliothèque d'outils qu'on joint au cours. Vous pourrez en prendre connaissance. Ça s'appelle Questions des recruteurs. Je vous engage à les parcourir, à en choisir 4 ou 5 qui vous paraissent difficiles et à y répondre. En tout cas, soyez prêts à répondre quel est votre plus grand défaut. Et ne choisissez pas la même réponse stéréotypée qui maintenant a fait son temps. C'est mon grand défaut, c'est que je travaille trop, je ne sais pas m'arrêter, je veux que tout soit parfait, je suis perfectionniste. Vous pouvez dire que vous aimez que les choses soient parfaites, enfin, n'en faites pas votre plus grand défaut. Là, il y a quelque chose qui est gênant. Nous allons aborder l'attitude psychologique
permettant de se présenter au mieux. C'est la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est ce qui est le plus dur, parce que c'est le résultat d'une vie réussie. Et quand on cherche un job, on n'est pas au mieux de sa confiance en soi. Mais il faut faire un effort, faut être un peu théâtral peut-être, mais se dire qu'on a des qualités. Elles ont été dévoilées dans l'auto-évaluation. Qu'il y a une place pour vous dans l'univers des affaires. Que vous avez bien fait votre job car vous avez des expériences réussies, vous avez fait l'inventaire. Vous éliminez les pensées négatives et vous vous dites, je ne suis pas demandeur, j'offre une capacité de travail à cette société qui en a besoin. Donc ça vous met dans un état mental totalement différent. Vous n'êtes pas demandeur, vous offrez la solution d'un problème. Vous vous concentrez là-dessus, dans le dialogue avec le recruteur. Bon, ça me paraît être la principale attitude qu'il faut avoir dans un recrutement. Il ne faut pas vous mettre en infériorité. Je ne vous demande pas d'être arrogant non plus, mais vous arrivez, vous êtes neutre, vous êtes sympathique, vous souriez, vous allez répondre à la question et essayer de faire évoluer vers une conversation, vers un échange. Vous n'êtes absolument pas demandeur, vous voulez poser des questions sur l'entreprise, pour savoir si vous êtes intéressé d'y rester, d'y entrer. Alors, nous allons maintenant aborder les qualités incontournables pour être recruté. Alors ça, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il faut être pour que de l'autre côté, on veuille faire affaire avec vous? J'ai essayé de rassembler un certain nombre de caractéristiques. La première des choses que recherche, j'ai eu l'expérience quand je travaillais pour des clients entreprises. Quand je suis chasseur de tête, je représente l'entreprise, je ne représente pas l'individu. Quand je suis Happy Job Consulting, je représente l'individu pour qu'il trouve un poste dans une entreprise. C'est l'inverse. Et que cherche l'entreprise? L'entreprise cherche quelqu'un qui soit fiable, qui soit adaptable, quelqu'un qui ira au rendez-vous à l'heure dite, quelqu'un qui n'est pas un électron libre. Vous voyez, ça c'est la dernière des choses qu'ils recherchent. Ils cherchent quelqu'un de prévisible, de sérieux, même s'il est souriant, même s'il a l'air drôle. Quelle est son adaptabilité? Car il y aura des changements, il faudra qu'il apprenne certaines nouvelles techniques, certaines nouvelles méthodes quand il sera dans l'entreprise nouvelle où il va aller. Donc, va-t-il pouvoir réussir la transition? Alors, cette perméabilité à de nouvelles compétences, à des procédures différentes, que chaque entreprise en a, implique une capacité d'être coaché. Capacité d'être coaché par la personne qui vous parle, votre futur patron. C'est très important. L'autre sujet qu'attend l'employeur, c'est l'agilité. Parce qu'on change. Dans une entreprise, tout change. Lundi, mardi, on dit on va faire ça, mais il y a un plan différent, un client qui vient. Quelle est la flexibilité? Il demande également que vous soyez tolérant, que vous réfléchissiez avant d'agir, que vous ne posiez pas des jugements intempestifs sans connaître. Très important d'avoir quelqu'un de tolérant. Il ne méprise pas le nouvel employeur, l'ambition. Il trouve ça tout à fait normal. Parce qu'il est sûr de lui, qu'il a des qualités,
a le droit d'être ambitieux. Il cherchera à connaître votre passion. Ça, justement, grâce à l'auto-évaluation, vous connaîtrez votre passion. Vous lui dites, oui, votre passion c'est ça, même si vous n'exerce pas chez vous, mais c'est important pour lui de le savoir, et qu'il y en ait une. Qualité primordiale, quelle est votre capacité dans le domaine de la curiosité? Est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous êtes intéressé à interroger les clients? Les clients ont une psychologie. Est-ce que vous saurez apprécier leur psychologie? Également, ils veulent vérifier, ça c'est essentiel, si vous êtes de cet âge. Est-ce que vous êtes de 2019 ou est-ce que vous êtes d'il y a 50 ans ou 30 ans ou 40 ans? Est-ce que vous savez communiquer digitalement? Alors évidemment, l'empathie, très important. Sur le plan commercial, dans tous les domaines, l'empathie est essentielle. Est-ce que vous êtes capable de ressentir, de partager avec vos clients, avec vos amis, vos collègues de bureau, les problèmes qui se posent tous les jours? Alors, il y a un syndrome contre lequel il faudrait vous mettre en garde, c'est une pensée négative, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous connaissez le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est je ne vais pas être capable de réussir ce job. C'est une pensée négative. Je ne suis pas un bon financier, je ne suis pas un bon homme de marketing, je ne suis pas créatif, je ne suis pas ceci, je ne suis pas ça. Cette espèce de syndrome de l'imposteur masochiste peut ruiner un entretien. Si vous êtes saisi par ça, vous échouerez l'entretien de recrutement. Il faut bien vous dire, faire la liste des 2, 3 ou 4 choses qui sont excellentes chez vous, bien les noter pour ne pas vous embourber dans le syndrome de l'imposteur au travail. Alors pour sortir du syndrome de l'imposteur, qui est un espèce de facteur d'anxiété et qui déstabilise les candidats dans les interviews, il faut ne pas se décrédibiliser, il faut accepter au jour le jour tous les compliments qu'on reçoit. Il faut travailler en équipe, féliciter les autres de leur qualité pour qu'eux vous félicitent des vôtres et accepter les compliments. Ça paraît essentiel. Nous abordons maintenant, je crois, c'est la période des questions. Alors, puisque c'est la période des questions, je vais reprendre une à une celles qui m'ont été posées. Jules me dit, je reçois une offre dans un domaine entièrement différent que je ne connais pas, mais l'offre est séduisante. Que feriez-vous à ma place? Alors là, on est en plein dans le risque du syndrome de l'imposteur. C'est formidable. C'est par hasard que c'est là. Eh bien, justement, il faut sortir du syndrome de l'imposteur et que vous analysiez l'offre qui vous est faite. Voir si, parmi les qualités qui sont les vôtres, vous pouvez faire la mission qui est incluse dans la définition de fonction. Et j'examinerai, bien sûr, car changer d'orientation, si ce n'est pas dramatiquement différent, si on demande à un artiste de devenir savant atomique, évidemment, c'est un peu gênant.
sauf si c'est pour parler à la Comédie Française et déclamer le rôle d'Einstein. Mais c'est vrai que si le poste est séduisant, c'est que vous estimez que probablement vous pouvez le remplir. Si vous ne pouvez pas le remplir, c'est un malentendu. D'où vient l'erreur? Et si ça vous a été offert, c'est que quelqu'un pense que les qualités de personnalité que vous avez sont telles que vous allez réussir dans ce poste. Parce que la dernière des choses que veut un employeur, il ne veut pas un employeur, c'est un échec. Un échec pour lui, un échec pour vous. Donc, ça coûte très cher, c'est très embêtant, on perd du temps et de l'argent. Donc, on vous offre, dans un domaine entièrement différent, une situation séduisante, voyez si vous êtes capable de la remplir. Si vous êtes capable de la remplir, vous le prenez. Et de toute façon, c'est un excellent exercice, car vous allez l'examiner, vous allez voir si vous remplissez les conditions, et qu'est-ce que vous perdez d'accepter? Si vous repensez que vous pouvez le réaliser, vous changez de secteur, c'est parfait. Vous avez une nouvelle corde à votre arc, vous allez apprendre des choses nouvelles, c'est excellent. Donc je vous engage à examiner, mais de façon réaliste et critique, toute offre d'un secteur différent. Maintenant, il ne faut pas que le fait que c'est séduisant sur le plan financier, mais pas sur le plan culturel, c'est mauvais. Il faut que les facteurs qualitatifs et quantitatifs soient séduisants, pas seulement l'offre financière. Partir dans un secteur qu'on n'aime pas pour de l'argent, il va y avoir un conflit moral à l'intérieur de vous-même à courte échéance. Donc, il faut choisir quelque chose qui va vous plaire. Je suis incapable de cibler les entreprises. Que recommandez-vous? Alors, je recommande une approche systématique au ciblage. Vous avez un ciblage géographique dans votre région. Vous habitez Saint-Nazaire, bien près de Saint-Nazaire, il y a des entreprises qui correspondent à ce que vous recherchez. Ça, c'est, vous avez des listes de sociétés, vous avez tous les éléments pour pouvoir rechercher. Vous avez même sur des sites comme OPEC, vous avez des listes de sociétés qui recrutent avec les géographies différentes. Vous avez les concurrents d'entreprises où vous avez été, qui peuvent estimer que vous avez une compétence immédiate, car vous avez réussi un certain nombre de choses chez vos anciens employeurs. Donc là, ça paraît logique de voir les entreprises concurrentes. Vous avez les fournisseurs, les distributeurs, vous avez les entreprises similaires, qui sont prestataires de services, et non pas fabricants. C'est des modes de fonctionnement des entreprises. Donc ça vous fait déjà un grand nombre d'entreprises, tout ça. Le ciblage peut aussi être international. Alors là, il y a des grands nombres de pays qui accueillent à bras ouverts dans des filiales d'entreprises concurrentes à celles où vous avez travaillé, qui peuvent vous accueillir. Il faut réfléchir évidemment à ce que vous pourriez cibler si vous aviez une formation, même légère, dans un domaine particulier. Donc le ciblage doit être à droite, à gauche, en haut, en bas, tous azimuts, et faire un écosystème de réseaux comprenant toutes les entreprises de la taille que vous souhaitez et de la croissance que vous souhaitez, qui sont dans les 6, 7, 8 catégories de cibles que j'ai mentionnées. Alors, Jacques me dit, ça c'était Jacques, et ici, je vais voir, Yvan me dit, j'attends une réponse depuis 15 jours, suite
à mon entretien de recrutement. Dois-je relancer le recruteur? Absolument, absolument, à moins que le recruteur vous ait donné une date qui soit 18 jours ou autre. Mais si vous n'avez pas de retour, vous pouvez interroger le recruteur ou son assistante en posant juste une question tout à fait objective. À quelle date prévoyez-vous de me tenir au courant parce que j'ai divers autres projets et je suis obligé de tenir compte, de faire mon planning du mois qui vient et d'en tenir compte dans les offres que je vais envisager. Et sans avoir même à donner d'explication, il est tout à fait normal que vous posiez la question de la suite de l'entretien qui a eu lieu il y a 15 jours. Au pire, on vous donnera une date vaseuse, on vous dira c'est dans les 10 jours qui viennent, c'est pas très sympathique, mais enfin on peut dire qu'il y a un délai, quelqu'un est en voyage, on voudra absolument un deuxième entretien, enfin il y a toujours des informations qu'on peut glaner. Et il est normal que vous exigiez, amicalement bien sûr, un retour. Quelle photo, me demande Émilie, mettre sur mon CV et mon site LinkedIn? Il faut mettre une photo qui retrace le mieux votre personnalité. De préférence neutre, pas trop de fioritures, pas trop de, pas de chapeau à plumes, de collier de perles, mais une photo représentant qui vous êtes, professionnel, sérieux, légèrement souriante, sympathique, avenante, voilà. Et surtout, sérieuse et professionnelle. Moi, je la mettrai sur mon CV et sur mon site LinkedIn. Il y en a qui font des photos différentes. Autant sur Facebook, vous pouvez mettre quelque chose de familial et sympathique. Sur LinkedIn, c'est professionnel. Marie-Claire pose la question, comment aborder la question du salaire lors de l'interview? Alors, j'en parle dans l'interview. Je cherche les questions qui viennent d'arriver. Là. La question du salaire est de moins en moins un secret d'État. De plus en plus, les gens trouvent tout à fait normal qu'on leur pose la question en ces termes. Pouvez-vous me donner des indications de la rémunération de ce poste? Alors, il risque de vous répondre, que gagnez-vous? Et puis, vous parlez, décrivez ce que vous gagnez. Vous avez probablement, comme je vous le recommande, fait une étude des rémunérations du secteur, soit par des collègues, soit par des analyses qui se trouvent dans la presse, un challenge, une analyse en fin d'année des salaires de tous les postes d'entreprise. Bon, vous avez une idée de ce que vous voulez. L'important, ce n'est pas tellement le salaire que le bonus, s'il y en a un. Est-ce que vous avez un variable? Vous posez la question. Si vous voulez poser la question à un niveau plus élevé, est-ce qu'il y a des participations au capital, des stock options, des actions gratuites? Vous pouvez poser la question, ça me paraît très raisonnable, mais il faut que ce soit en rapport avec des informations que vous avez. Si vous dites c'est mon premier poste en comptabilité et que vous demandez des actions gratuites, ça paraîtra incongru. Ça viendra plus tard, quand vous serez directeur financier. Alors, la question posée, Anne-Sophie vient de la recevoir, mais elle est partie. Elle pose des questions.
faut-il mieux prendre un poste moins élevé ou différent de celui ambitionné en attendant de trouver le poste idéal, même pendant une courte période? Merci par avance pour votre réponse. Alors moi, j'étais assez pour, si une période de chômage se prolonge, de prendre soit des missions spécifiques, soit même du bénévolat, soit faire une étude pour un organisme associatif, et de ne pas perdre la main. Bon, d'une part. Deuxièmement, là, si on vous offre un poste en dessous, si c'est intérimaire, c'est pour faire un remplacement. Donc, il n'y a rien de criminel à cela. Ça me paraît pas choquant. C'est pas, je dirais même que ça permet d'établir sa crédibilité dans la nouvelle organisation. Ça permet de se connaître. Et il faut savoir que si vous restez au-delà d'un certain délai, c'est qu'on a confiance en vous et qu'on va vous confier le même poste que vous aviez avant, au niveau rémunération. On ne peut pas profiter indéfiniment de cette rente. Alors, si le poste est en dessous, ce ne doit pas être une solution définitive. Sauf si vous avez échoué dans le poste précédent. Vous étiez directeur financier dans le poste précédent, vous n'avez pas les qualités pour assurer le financement de l'entreprise, son introduction en bourse, négocier des accords avec d'autres entreprises de fusion-acquisition, si c'est ça qui est demandé, et on vous met contrôleur, qui est un niveau en dessous, bah, si c'est votre vraie qualification, soit. Mais si ce n'est pas votre objectif, si votre objectif c'est de rester au niveau du directeur financier parce que vous êtes compétente et vous l'avez prouvé, le fait d'accepter en dessous ne peut être qu'une solution intérimaire. Mais ça ne saurait être une solution définitive. Vous nuisez à votre propre ambition personnelle et à un moment donné, il y aura un conflit entre votre ambition personnelle et le job que vous avez. Donc, vous pouvez prendre un pis-aller qui vous occupe et qui vous donne des choses à faire et vous fait faire connaissance de l'entreprise. Et puis, s'il y a un potentiel, à ce moment-là, vous récupérez votre niveau d'ancien poste. Si ce n'est pas le cas, si c'est un poste manifestement en dessous et qu'il restera, il faut que vous continuiez vos recherches. C'est pas vous n'avez pas résolu le problème. Alors, de là à accepter ou refuser, vous pouvez très bien le prendre, mais temporairement. Mais ce n'est pas la solution définitive que vous cherchiez à votre problème de chômage si c'était le cas. Car il faut progresser dans le sens où vous l'aviez indiqué dans le ciblage. Moi, j'ai vu la situation très récemment de quelqu'un qui a accepté à temps partiel, plutôt que de prendre un poste en dessous. Il a pris le même poste qu'il avait avant, mais à temps partiel, avec la même rémunération, mais un peu moins de temps. Parce que ça, c'est des aménagements à voir. Et c'est un peu gênant de vous dire que vous abandonnez votre recherche pour une recherche en dessous, sauf s'il y a une erreur de qualification dans vos calculs et vous pensiez être qualifié pour le niveau en dessus, mais en fait, c'est le niveau en dessous. J'espère avoir bien répondu à cette question. Vous dites que c'est pendant une courte période, là ça va. Ça va, vous pourrez. Vous cherchez un poste en dessus, vous prenez pendant une courte période un poste en dessous, très bien. Moi, vous êtes occupé pendant ce temps-là. Enfin, c'est une sorte de chômage partiel, si je puis dire.
je crois que nous avons abordé l'ensemble des questions. Je voulais maintenant passer aux exemples de 2 cas de recherche de job réussis. Ils sont assez originaux. Et c'est Isabelle qui s'en est occupée, un partenaire. C'est des cas de transition professionnelle qui ont été sérieux, faits dans la durée. Ça, ils ont mis, je crois, dans un cas 3 mois, et dans l'autre cas 4 ou 5 mois. Alors, le premier cas, le profil, c'est un industriel d'environ 50 ans. Je dis 50 ans parce que il me semblait, j'évalue son âge, je ne le sais pas exactement, je le connais très bien. Il est venu nous voir parce qu'il avait été licencié dans des conditions de réduction d'effectifs globales, dans un poste de directeur général de pièces détachées dans l'industrie automobile. Très bonne formation d'ingénieur, ayant dirigé avec succès des entreprises en France et à l'étranger, des filiales, une rémunération modeste mais correcte, de directeur de division de branche. On l'a orienté, il s'est orienté lui-même, hein, il a ciblé, après avoir évalué exactement ce qu'il recherchait, il cherchait la direction générale d'une affaire industrielle. Cette fois-ci, il disait qu'il faut en profiter pour faire un saut et que ce soit une entreprise autonome, moins importante, mais donc qui pourra diriger de A à Z. On a décidé de l'orienter vers les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement rachètent des entreprises et ont besoin de mettre à la tête un directeur général pour transformer l'entreprise. Car ils veulent réaliser une plus-value au bout de 4-5 ans en apportant modernité dans les méthodes de management. On a identifié une dizaine de fonds d'investissement, il a contacté les dirigeants, il a pris langue avec eux sur certains projets de rachat, et les relations se sont développées, il a trouvé, on lui a présenté au moins 2 ou 3 possibilités, et l'un de ces fonds a fait affaire avec lui pour qu'il devienne donc président-directeur général avec un paquet d'actions, un très beau salaire, beaucoup plus élevé que ce qu'il avait avant, mais d'une entreprise plus petite. Il a merveilleusement réussi dans ce poste puisqu'il a vendu l'entreprise avec un très beau profil, une très belle plus-value. Il est à nouveau maintenant sur le marché, mais c'était il y a 3-4 ans. Et le ciblage était le bon parce que c'était quelqu'un qui avait comme caractéristique de transformer les entreprises, d'arriver, d'animer, de diriger son équipe, de créer l'enthousiasme autour de lui. Il est convaincant, il réduit les coûts, il étend les marchés, il voit les filiales étrangères qui ne vont pas, il vend certaines, d'autres il les a gardées et développées. Très belle histoire. On l'a recruté pratiquement 3 mois après qu'il soit rentré chez nous comme participant à un programme de transition professionnelle. Alors le deuxième, plus complexe, c'est quelqu'un qui a été dans des postes dans le cadre de l'État, administrateur civil dans des administrations,
Il a fait du cabinet ministériel. Vous savez que le cabinet ministériel, c'est quelqu'un qui peut apporter à son ministre des solutions à tout moment, que c'est une agilité totale, connaît les rouages de décision de l'État et des entreprises, et il s'est retrouvé, à un moment donné, désireux de quitter son, son travail de fonctionnaire pour aller dans le secteur privé. Alors là, on est parti de zéro. Je me souviens encore de faire avec lui un 360 degrés, c'est-à-dire toutes les possibilités existaient. Du côté de ses passions, il aimait beaucoup la musique. Je lui ai dit, mais vous pourriez diriger un festival de musique. Il m'a dit oui. Il pouvait être secrétaire général d'une grande entreprise, d'un holding, dans tous les secteurs. Il m'a dit oui. Il était ouvert à tout. Et puis, au cours des entretiens, c'est un cas très particulier parce qu'au cours des entretiens, il a bien posé à ses interlocuteurs la question de savoir où eux le voyaient. C'est très important de bien poser cette question auprès des interlocuteurs à qui on demande à la fin un conseil. Si on n'obtient pas le poste, on leur dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre recommandation? Certains d'entre eux ont effectivement dit, vous êtes fait pour être un médiateur et un interlocuteur entre le business et son environnement, ce qu'on appelle directeur de lobbying et de communication. Parfois, il s'occupe des crises, et parfois l'entreprise a une difficulté pour obtenir une autorisation, et parfois il faut transformer l'image de l'entreprise pour faciliter une nouvelle image d'émerger. Bref, au fur et à mesure de ces contrats, de ces contacts, il a découvert que sa vocation, c'était de créer sa propre société de lobbying et de communication. Et la semaine dernière, Isabelle nous dit qu'il a même obtenu quelques contrats alors qu'il est en recherche. Quelques contrats substantiels, hein, c'est des sommes colossales. Il s'est associé avec quelqu'un qui est dans ce domaine. Et donc, sa voie, ça a été la création d'une entreprise dans son domaine de compétences et dans son domaine d'enthousiasme. Et il a déjà les contrats pendant la période où il cherchait à être recruté comme secrétaire général ailleurs. Cette belle histoire prouve une chose, c'est qu'il faut savoir communiquer, faire une conversation. Avec chaque personne, il atteignait le stade de la conversation. Et les présidents de la société qu'il a vue, en vue d'un poste, lui ont dit, mais si vous vous installez à votre propre compte, nous contractons, nous vous prenons pour le budget de communication de l'entreprise. Quand il s'agit de grandes entreprises, vous voyez ce que ça veut dire. J'ai voulu indiquer cette deuxième histoire. Oh, il y en a beaucoup d'autres. Chaque fois qu'on a un nouveau participant, c'est une véritable aventure. Et justement, dans les conseils que nous donnons, nous conseillons d'aller vers soit sa compétence, soit sa personnalité, soit sa passion. Ce sont trois voies ouvertes, elles se combinent, bien sûr. Il n'y a rien des 100%. Dans le cas, le deuxième cas, qui s'appelle Michel, je perds son anonymat, Michel a cherché un poste de secrétaire général d'une grande société ou bien de directeur d'un projet associatif et il s'est retrouvé
créer sa propre société de communication avec un associé et déjà des contrats. Voilà, je voulais vous donner ces deux cas pour vous dire que le monde est ouvert, que si vous avez confiance en vous, rien n'est impossible dans les voies de vos compétences et de vos passions. Nous allons bientôt vous informer du prochain webinaire qui va avoir lieu sous une dizaine, quinzaine de jours. Nous communiquerons à ce sujet et les sujets que nous avons abordés aujourd'hui feront l'objet d'un ou deux ou trois pièces jointes que je joindrai au replay qui vous sera envoyé. Très bonne journée, à bientôt.